Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors, pour répondre à cette question, tu dois déjà connaître deux notions très importantes. Des notions de cours, qui sont les étendues de prescription pour les panneaux d'interdiction et également la vitesse maximale autorisée selon les types de routes. Alors, commençons déjà par les étendues de prescription des panneaux d'interdiction. Comme tu le vois ici, on a un panneau de fin d'interdiction de limitation de vitesse à 70 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarde bien cette petite animation. Si tu vois ce panneau, ça veut dire que avant, il y avait ce panneau d'interdiction. Donc, entre ces deux panneaux, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Mais qu'est-ce qui se passe après le panneau de fin d'interdiction ? Après le panneau de fin d'interdiction, la vitesse maximale autorisée dépendra de la vitesse réglementaire selon les types de routes. Alors, des types de routes, t'en as plusieurs. T'as les autoroutes, tu as les routes à chaussée séparées, tu as les routes à double sens de circulation avec créneaux de dépassement. Et enfin, tu as les routes à double sens de circulation. Et c'est le cas ici. On est dans une route à double sens de circulation. Et quelle est la vitesse réglementaire maximale sur une route à double sens de circulation ? C'est 80 km/h. Donc, pour répondre à la question, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 80 km/h parce qu'on aura passé le panneau de fin d'interdiction. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 2. Je vais m'engager dans un carrefour à sens giratoire. Je m'engage avant le véhicule à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, il faut toujours laisser la priorité aux véhicules qui sont dans le carrefour à sens giratoire, c'est-à-dire qui viennent de la gauche. Alors, comment ça se passe concrètement ? Quand on arrive au niveau des traits épais qui délimitent le céder le passage, on fait très attention à ce que dans cette zone du carrefour à sens giratoire, il n'y ait personne afin que je puisse m'engager. Donc, ici, pour en revenir à la question, je vais devoir m'engager après le véhicule à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Pour stationner dans cette rue, je dois apposer un disque bleu sur mon tableau de bord.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner toute la journée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois juste à gauche, on a un panneau de zone. Ce panneau de zone indique que le stationnement est payant. Pourquoi? Regarde ici un horodateur. À ne pas confondre avec ce panneau, hein, où il y a un disque bleu qui signifie que le stationnement est limité. Donc ici, il faudra apposer sur le tableau de bord le ticket de l'horodateur et non pas le disque bleu. Le disque bleu, ça, c'est pour le panneau concernant le stationnement limité. Ensuite, est-ce que je peux stationner toute la journée? Non, parce que regarde, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Et ce panonceau vient préciser le panneau qu'il y a au-dessus. Et dans ce panonceau, il y a marqué maxi 2 heures. C'est-à-dire, vous pouvez vous garer en payant, mais vous devez rester maximum 2 heures. Et après les 2 heures, il faut repayer pour 2 heures. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 4. Lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de... Réponse A, m'avancer. Réponse B, reculer. Alors, qu'est-ce qu'il est préférable de faire lorsqu'on roule derrière un poids lourd? Ici, on va parler de visibilité et donc de champ de vision. Regardez ce qui se passe quand on roule trop près d'un poids lourd au point de vue du véhicule qu'il y a derrière. Quand on roule trop près d'un poids lourd, on a notre champ de vision. Vous voyez, j'ai mis le champ de vision en vert, ce qu'on voit. Notre champ de vision est plutôt petit. D'accord? Regardez. Si je me recule par rapport au poids lourd, vous voyez bien que maintenant on a beaucoup plus de visibilité et que notre champ de vision est plus grand. Il est beaucoup moins obstrué. En rouge, c'est le champ de vision obstrué. En vert, c'est le champ de vision réel, celui que tu vois. Donc, pour un conducteur qui suit un poids lourd, il sera préférable de reculer pour ouvrir son champ de vision et avoir une meilleure visibilité. Mais aussi, c'est préférable pour le poids lourd lui-même. N'oubliez pas qu'il a un gros gabarit. Donc, regardez, si vous êtes trop proche du poids lourd, lui avec ses rétroviseurs, parce qu'il peut que utiliser ses rétroviseurs extérieurs, voici ce qu'il verra. Il verra quasiment rien. Il verra même pas que vous êtes derrière lui. Alors que si vous reculez, là, il va pouvoir vous voir. Donc, c'est préférable pour celui qui est derrière le poids lourd et pour le poids lourd lui-même. Donc, pour répondre à la question, lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de reculer. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. À 70 km/h, la distance parcourue pendant 1 seconde est de... Réponse A, 21 mètres. Réponse B, 42 mètres. Réponse C, 49 mètres. Réponse D, 70 mètres. Alors,
pour savoir comment on calcule la distance parcourue pendant une seconde, c'est très simple. Tu prends déjà la vitesse, ici 70 km/h. Tu prends le chiffre des dizaines, donc ici le chiffre des dizaines, c'est 7. Et ce chiffre, tu le multiplies par 3, ce qui donne 21. Donc la distance parcourue pendant une seconde est de 21 mètres. Alors là, sûrement que tu vas me dire, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande de calculer la distance parcourue pendant une seconde ? Nous, on veut juste avoir notre permis, on n'est pas des physiciens, on n'est pas des mathématiciens, ça nous sert à rien en fait. On n'est pas à un contrôle de physique. Eh ben non. Parce que pourquoi on vous pose cette question ? C'est parce que c'est une question de cours. Regardez. C'est quoi la distance parcourue pendant le temps de réaction ? Bah, c'est la distance parcourue pendant une seconde. Parce que le temps de réaction, c'est combien ? Bah, c'est une seconde. Donc, calculer la distance parcourue pendant une seconde, ça équivaut à calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette question. C'est pas par hasard, ça vient pas de nulle part. Là, on vous a demandé de calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. Tout simplement. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. L'ABS permet, réponse A, de réduire la distance de freinage en cas de freinage d'urgence. Réponse B, d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Alors, déjà, l'ABS, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ABS, ce sont les initiales pour anti-blocage système. Ou sinon, plus simplement, c'est anti-blocage des roues. Donc, c'est un système qui va éviter que tes roues se bloquent lors d'un freinage d'urgence. Alors, pourquoi ce système ? Regardez cette petite vidéo. Lorsque vous freinez d'un coup, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas d'ABS ? Vos roues vont se bloquer, ce qui va entraîner, en fait, une perte de la manœuvrabilité du véhicule. Et donc, la voiture elle va partir dans tous les sens parce que vos roues seront bloquées. Qu'est-ce que va apporter l'ABS ? L'ABS, ce qu'il va faire lorsque vous allez appuyer à fond sur le frein, c'est que, en fait, il y a un système à l'intérieur qui va faire en sorte que les roues ne se bloquent pas. Donc, c'est un système qui va agir sur les plaquettes de frein et qui va en fait faire en sorte de bloquer les roues par intermittence, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et qu'est-ce que ça va permettre, ça ? Ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle du véhicule et donc une meilleure manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Donc, l'ABS va permettre d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas réduire la distance de freinage, en aucun cas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. À la prochaine intersection, les véhicules venant de droite peuvent rencontrer réponse A, le panneau A, réponse B, le panneau B, réponse C, le panneau C, réponse D, le panneau D.
Alors, ici, comme tu le vois, on a un panneau indiquant que on a la priorité à la prochaine intersection. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ici, on va considérer qu'on est la voiture rouge et que les véhicules venant de droite, c'est la voiture blanche. D'accord ? Donc, nous, on a la priorité à la prochaine intersection. Donc, est-ce que les véhicules qui viennent de droite peuvent avoir ce panneau de route prioritaire ? Non, on ne peut pas être prioritaire en même temps. C'est impossible. Soit c'est moi qui suis prioritaire, soit c'est les véhicules de droite qui sont prioritaires. Mais pas les deux en même temps. Donc, le panneau de priorité, c'est impossible. Ensuite, est-ce que les véhicules venant de droite peuvent avoir le panneau de priorité à droite ? Non plus, parce qu'il va falloir qu'ils cèdent la priorité à droite, mais surtout à moi, qui vient donc de la gauche. Donc ils peuvent pas avoir un panneau de priorité à droite. Les seuls panneaux qu'ils puissent avoir, c'est soit un panneau de céder le passage, soit un panneau stop. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire, mais t'es bien gentil, mais comment tu sais que l'intersection elle sera comme ça ? Elle peut être en étoile ou elle peut être en T ou... Alors, je sais que la circulation sera comme ça de manière sûre et certaine. Donc, si vous voulez savoir pourquoi l'intersection sera obligatoirement comme ça, je vous invite fortement à aller dans l'information parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. On répond à la question qui nous est posée. Mais vous devriez le savoir. Clairement, vous devriez savoir pourquoi elle est obligatoirement comme ça, cette intersection. Donc rendez-vous dans l'information pour ceux qui veulent savoir. Donc ici, pour répondre à la question, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 8. La conductrice a posé un triangle de présignalisation après une immobilisation de son véhicule. Elle a respecté la procédure réglementaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a un usager qui a une voiture immobilisée. Alors ça peut être pour une panne ou un accident, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la voiture est immobilisée. Est-ce qu'elle a respecté la procédure réglementaire ? Alors, ici on voit qu'elle a posé son triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Ce qui est une bonne chose. Cependant, c'est pas assez. Il y a deux choses qu'elle a oublié de faire. La première chose, c'est de mettre ses feux de détresse. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire lorsque ta voiture est immobilisée sur la route. Alors, tu vas me dire, oui, mais vu qu'on ne sait pas si elle est en panne ou qu'elle a eu un accident, peut-être que sa batterie ne fonctionne plus et qu'elle ne peut pas mettre ses feux de détresse. Là, je te donne un point. T'as raison, c'est possible qu'elle puisse pas allumer ses feux de détresse. D'accord, je suis d'accord. Mais par contre, il y a un autre truc qu'elle a oublié de faire, qui est indépendant du véhicule ou de l'état du véhicule. Alors c'est quoi qu'elle a oublié de faire ? Elle a oublié de porter son gilet haute visibilité, qui est obligatoire en cas d'immobilisation du véhicule lorsqu'on sort. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est 1. Mettre les feux de détresse, quand on le peut. 2. Mettre son gilet haute visibilité. 3. Aller chercher son triangle et le poser 30 mètres en amont du véhicule. Donc ici, elle n'a pas respecté la procédure réglementaire. La bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne.
Question numéro 9. En cas de croisement difficile de véhicules de même gabarit sur une chaussée en pente, le véhicule qui doit s'arrêter en premier est: réponse A, le véhicule le plus rapide; réponse B, le véhicule le plus lent; réponse C, le véhicule qui monte; réponse D, le véhicule qui descend. Alors, ici, on va aborder la notion de croisement difficile. Alors, pour résumer, il y aura deux types de croisements difficiles. Vous allez avoir les croisements difficiles sur des rues en pente et les croisements difficiles sur les rues, on va dire, planes. Concernant le croisement difficile dans les rues en pente, vous avez deux cas. Vous avez le cas où c'est deux véhicules de même gabarit et vous avez le cas où ce sont des véhicules de gabarit différents. Et on aura la même chose pour les rues qui sont planes. Donc ça fait 4 grands cas pour les croisements difficiles. Alors, il y en a d'autres, il y a d'autres cas qui sont des cas particuliers. Alors, ici, on se retrouve avec deux véhicules de même gabarit sur une rue en pente. Donc, comment ça se passe ? Le véhicule qui descend devra s'arrêter en premier et, s'il le faut, il devra même reculer pour faciliter le passage au véhicule qui monte. Et ce sera toujours comme ça. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse D. Alors, ici, tu vois, on a juste vu même pas un 25e, un quart de la notion de croisement difficile. Sachant que il y a plein d'autres cas particuliers. C'est-à-dire, là, on n'a même pas vu, même pas un dixième, d'accord, de la notion de croisement difficile, qui est une notion importante pour l'examen du code de la route. Donc, je t'incite fortement, si tu ne les connais pas, à aller dans la formation. La formation, elle est là pour ça. Et surtout, encore une fois, je vous déconseille les applications gratuites. Pourquoi ? Parce que déjà, si c'est gratuit, la qualité, à votre avis, est-ce qu'elle sera là ou est-ce qu'elle sera pas là ? Est-ce que vous avez déjà eu quelque chose de gratuit et de qualitatif ? C'est rare. Donc, moi, je vous conseille vraiment de vous former chez des entreprises qui sont spécialisées dans le code de la route. Et il y en a. Vous pouvez vous former, pas forcément chez nous, hein, chez d'autres si vous le souhaitez. Mais prenez une formation qui soit spécialisée dans le code de la route et de préférence payante. Parce qu'en général, les applications gratuites, ils sont pas là. Leur cœur de métier, c'est pas le code de la route. Leur cœur de métier, ce sont les heures de conduite. Ce sont des entreprises qui proposent des heures de conduite et pas le code de la route. Surtout que nous, on a mis en place donc une plateforme de formation. Vous pouvez vous former de 9,90 € jusqu'à 39,90 €. Et en plus de ça, on a mis en place la formule Mon code en 10 jours pour les personnes qui souhaitent avoir leur code rapidement. Donc cette formule, elle est vraiment spéciale pour ceux qui veulent avoir leur code en 10 jours. En plus de ça, cette formule est 100% remboursée en cas d'échec. Vous avez juste à envoyer votre preuve d'échec par mail et vous serez remboursé à 100%. Question numéro 10. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis et je passe. Réponse C, je m'arrête.
Alors, ici, on est sur une deux voies à sens unique. Donc, à notre droite, il y a un bus qui s'arrête à un arrêt de bus. Alors, pour ceux qui vont dire qu'on ne sait pas s'il y a un arrêt de bus ou pas, bah si, on le sait. Et pourquoi on le sait ? Bah parce qu'il s'arrête et il a mis ses clignotants droits. Donc là, c'est sûr et certain, qu'il s'arrête à un arrêt de bus. Alors, lorsqu'un bus s'arrête à un arrêt de bus et qu'on est derrière, il faut faire très attention parce qu'en fait, on manque de visibilité sur ce qui se passe devant nous. Il pourrait très bien y avoir, par exemple, des piétons qui essayent de traverser la rue. Et s'ils veulent traverser la rue, vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit et on passe. Voilà, on fait attention, on ralentit et on passe. Alors, pour ceux qui vont dire, bah ouais, mais j'ai cru qu'il n'y avait pas assez de place pour que je passe. Bah si, là vraiment, là il y a assez de place pour que vous puissiez passer avec une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. Je suis en période probatoire. Je suis actuellement en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on circule donc sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h, comme le montre ce panneau. Cela veut dire que tu roules soit sur une route à chaussée séparée, soit sur une autoroute en zone urbaine. Donc, ici, comme tu es en probatoire, la vitesse maximale autorisée va être de 100 km/h. Or, si on regarde le compteur juste ici, on voit qu'on roule à 100 km/h. Donc, si je suis en probatoire, je ne suis pas en infraction. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. Téléphoner au volant avec un système intégré et sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que téléphoner avec un système intégré est autorisé. Ce n'est pas interdit. Cependant, ça va augmenter donc les risques d'accident. Par exemple, on sait que utiliser son téléphone au volant va multiplier par 3 la probabilité de survenue d'un accident. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Le constat amiable papier, réponse A, est obligatoire à bord du véhicule. Réponse B, doit être envoyé à l'assureur sous 5 jours. Alors, le constat amiable papier n'est pas obligatoire à bord du véhicule, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a accès donc à nos portables et donc l'application e-constat. Par contre, le constat amiable, si vous le remplissez, vous devez l'envoyer à votre assureur dans un délai de 5 jours. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. J'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, ce panneau est un panneau de route prioritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur toute la route dans laquelle tu es, tu seras prioritaire à chaque intersection jusqu'à ce que tu vois le panneau de fin de priorité. Donc, à la prochaine intersection, tu seras prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Ce panneau indique l'obligation d'équiper son véhicule. Réponse A, de chaîne à neige. Réponse B, de pneus hiver. Si je possède un 4x4, les chaînes doivent être équipées sur réponse C, 2 roues motrices. Réponse D, 4 roues motrices. Alors, ce panneau, il est vraiment très spécifique. Et je vous avouerai qu'en fait, il est un peu compliqué. Il est un peu compliqué, et ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce que veut dire ce panneau? Eh ben, ça dépend. Ça dépend. Il veut dire deux choses. Soit, il vous oblige à équiper vos roues de dispositifs antidérapants amovibles, ou bien d'équiper votre véhicule de pneus hiver. Alors, c'est quoi un dispositif antidérapant amovible? Ben, c'est soit des chaînes métalliques, comme tu le vois ici, soit des chaînes textiles. On appelle ça aussi des chaussettes. Les pneus hiver, c'est quoi? Ben, c'est des pneus spéciaux, et tu les reconnais parce qu'ils sont estampillés sur le flanc 3P MSF, qui veut dire Tree Peak Mountain Snowflake. Alors, en général, c'est pas marqué 3P MSF, mais il y a le petit logo, et regardez, le logo, c'est quoi? C'est 3 Peak, Tree Peak, qui représente une montagne, et à l'intérieur, il y a un flocon de neige, Snowflake. C'est pour ça qu'on appelle ça, ce logo, le Tree Peak Mountain Snowflake. Alors, il y a quand même des petites particularités. Si tu équipes tes roues de dispositifs antidérapants amovibles, alors tu dois savoir que tu dois les équiper sur toutes les roues motrices. Toutes les roues motrices. C'est-à-dire que si tu as un 4x4, ça a 4 roues motrices, il faut que tu équipes tes roues de dispositifs antidérapants sur les 4 roues. D'accord? Pareil, concernant les pneus hiver, si tu décides d'équiper ton véhicule de pneus hiver, tu dois équiper ton véhicule sur toutes les roues. Alors, il y a encore une fois une particularité sur ce panneau d'obligation. Alors, ce panneau d'obligation, donc ici, t'oblige à mettre des dispositifs antidérapants amovibles seulement si la route est enneigée. Si elle n'est pas enneigée, t'as pas à mettre de dispositifs antidérapants. Alors là, normalement, tu dois dire, ok, d'accord, donc si la route elle n'est pas enneigée, je suis pas obligé de mettre de chaîne antidérapante. Mais si la route elle n'est pas enneigée, est-ce que je suis obligé d'équiper mon véhicule de pneus hiver? Ah ah. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je réserve ça à ceux qui vont dans l'information. Et c'est une question importante. C'est une question importante. Donc, pour revenir à la question, ce panneau indique l'obligation d'équiper son véhicule de chaîne à neige, oui, réponse A. De pneus hiver, oui, réponse B. Si je possède un 4x4, donc d'un véhicule équipé de 4 roues motrices, alors je dois équiper les chaînes sur les 4 roues motrices, réponse D. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €.
Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. Je circule en agglomération éclairée de nuit. Je peux rouler en réponse A, feu de route, réponse B, feu de position, réponse C, feu de croisement. Alors, vous faites souvent des erreurs sur l'utilisation des feux la nuit, surtout en agglomération. Alors, écoutez bien la réponse, comme ça on va résumer la chose comme il faut. En agglomération, d'accord, vous allez avoir 2 cas. Vous allez avoir l'agglomération éclairée et l'agglomération non éclairée. Concernant l'agglomération éclairée, vous pouvez rouler en feu de position seul ou en feu de croisement. Par contre, interdit d'utiliser ces feux de route. En agglomération non éclairée, là, vous devez utiliser les feux de route. C'est une obligation, parce que la chaussée, elle est non éclairée. Par contre, attention, si vous croisez une personne, il va falloir passer enfin. Une personne, un usager de la route, donc une voiture, il va falloir passer en feu de croisement. D'accord ? C'est normal. Feu de croisement, c'est pour croiser. D'accord ? Feu de croisement, c'est pour croiser. Feu de position, c'est pour que les autres usagers voient votre position. Et feu de route, c'est pour la route. C'est-à-dire que, faut bien comprendre une chose. Je devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Normalement, je devrais pas vous le dire parce que ça peut porter à confusion. Mais la règle, au niveau de la loi, des articles de loi, la règle de nuit, ce sont les feux de route. Ça, c'est la règle. Donc la nuit, vous devez rouler en feu de route. Et ensuite, il y a des exceptions. Est-ce que la route est éclairée ou non ? Est-ce que tu es en agglomération ou non ? Est-ce que l'agglomération est éclairée ou non ? Est-ce que tu vas croiser des usagers ou non ? Mais sinon, en fait, la règle, c'est les feux de route. D'ailleurs, c'est feux de route. C'est pour les routes. Voilà. Donc, retenez ça bien. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 17. Ce mineur n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. En cas de contrôle, ses parents devront payer la contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on a affaire à un passager qui n'a pas sa ceinture. Alors, concernant la réglementation concernant le port de la ceinture de sécurité, vous avez 2 cas. Le cas où le passager est mineur et le cas où le passager est majeur. Dans le cas où le passager est mineur, c'est le conducteur qui devra payer l'amende. Dans le cas où le passager est majeur, c'est le passager qui devra payer son amende.
Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 18. À partir de ce panneau, je peux rouler à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 100 km/h, réponse C. 70 km/h, réponse D. Alors, ce panneau de fin d'interdiction te dit tout simplement que la vitesse maximale autorisée n'est plus de 70 km/h. Alors, la vitesse maximale autorisée sera celle qui est réservée à ce type de route. Sur quelle route on est ici ? On est sur une route, hors agglomération, à double sens de circulation. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Donc, je peux également rouler à 70 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 19. Utiliser le tramway permet de diminuer la pollution. Réponse A, atmosphérique. Réponse B, sonore. Le tramway est un moyen de transport favorisant. Réponse C, l'écomobilité. Réponse D, l'éco-conduite. Alors effectivement, le tramway comme les transports en commun vont permettre de diminuer la pollution atmosphérique, mais également la pollution sonore. Concernant de savoir si le tramway est un moyen de transport écomobile, favorisant l'écomobilité ou l'écoconduite, c'est un moyen de transport qui favorise l'écomobilité. L'écomobilité, c'est quoi ? C'est utiliser un moyen de transport respectueux de l'environnement, comme les transports en commun, comme l'éco-partage, comme le covoiturage, d'accord ? Alors que l'éco-conduite, c'est différent, hein, on l'a vu ça plusieurs fois. L'éco-conduite, c'est comment je conduis, ça n'a rien à voir. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 20. Je roule à 90 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 54 mètres, réponse B, 81 mètres. En cas de contrôle, j'encours un retrait de réponse C, 6 points, réponse D, 3 points. Alors, n'oubliez pas, c'est une notion qu'on a vue plusieurs fois, que ce soit dans la formation ou même les vidéos YouTube. La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. En tout cas, du véhicule qu'il y a devant toi. Cette distance correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. Cette distance de sécurité, elle se calcule et tu dois savoir la calculer pour passer ton code. Comment on fait ? On prend la vitesse, ici 90 km/h, on extrait la dizaine, ici la dizaine c'est 9, et on multiplie ce chiffre par 6, ce qui nous donne ici 54. Donc
à 90 km/h, la distance de sécurité est de 54 mètres. Si tu ne respectes pas cette distance de sécurité réglementaire, c'est une contravention de 4e classe, tu encours 3 points sur ton permis de conduire et également une amende de 135 €. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 21. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quand tu regardes la voie de gauche, tu vois très bien que c'est une voie réservée parce qu'on a des lignes discontinues épaisses. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Cette voie est réservée aux véhicules qui tournent à gauche à l'intersection, comme le montre le marquage au sol. Donc c'est pas une voie pour dépasser. D'accord ? C'est une voie pour tourner à gauche. Donc ici, je ne peux pas dépasser ce véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Sur le trottoir de droite, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, attention, le trottoir, c'est réservé aux piétons. Ce n'est pas réservé aux voitures. Il est strictement interdit pour les voitures d'aller sur le trottoir. Donc interdit de stationner et interdit de s'arrêter. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 23. En ville, il est plus rapide d'effectuer un petit trajet à pied qu'en voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça peut paraître étrange, mais effectivement, en ville, il sera beaucoup plus rapide d'effectuer un petit trajet en marchant ou en vélo plutôt qu'en utilisant votre voiture. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je circule par temps de neige. Je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant amovible ou de pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tant que tu n'as pas vu l'un de ces deux panneaux, tu n'es pas dans l'obligation d'équiper ton véhicule de chaîne ou de pneus hiver. Hein ? Qu'on s'entende bien. Et même si la route est enneigée. C'est mieux hein, d'avoir des chaînes ou des pneus hiver sur une route enneigée. Mais c'est vrai que t'es pas dans l'obligation d'en avoir tant que t'as pas vu l'un de ces deux panneaux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Le facteur fatigue est la cause de réponse A, 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Réponse B, 50% des accidents mortels sur autoroute. Réponse C, 2/3 des accidents mortels sur autoroute.
Alors ça, ce sont les chiffres, hein, les chiffres de l'accidentologie à connaître bien sûr pour passer ton code. Donc la fatigue représente 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. J'aperçois ce message dans un tunnel. Réponse A, je m'arrête. Réponse B, je fais demi-tour. Réponse C, je me dirige vers l'issue de secours la plus proche. Alors, comme vous le voyez ici, il y a écrit « évacuer ». Alors, évacuer, ça veut dire quoi ? Évacuer, ça veut dire prendre les issues de secours. Souvenez-vous, dans un tunnel, il est strictement interdit de faire demi-tour. Donc là, ce que je fais, quand je vois ça, j'arrête le véhicule et je me dirige vers l'issue de secours la plus proche. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans un tunnel, vous allez repérer les issues de secours comme ça. Ça ressemble à ça quand vous regardez une issue de secours de l'extérieur. Donc c'est vert. Lorsque vous poussez la porte, donc vous allez vous retrouver dans des tunnels. Voilà. Après vous suivez les indications et ça va vous ramener en fait dehors, à l'extérieur. Alors, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle les niches de sécurité. Les niches de sécurité, elles sont oranges, et en fait, à l'intérieur, c'est juste une salle. Il n'y a rien dedans, c'est une pièce. Enfin, il n'y a rien dedans. Il y a un poste d'appel d'urgence et il y a un extincteur. C'est tout. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 27. Je circule hors agglomération. Je peux dépasser ce cycliste ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je le dépasse, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse C, 1,50 m. Réponse D, 1 mètre. Ici, on est dans une situation où, regardez le marquage au sol. On a une ligne blanche, d'accord, avec, dans notre voie, des lignes discontinues. Ça veut dire que le dépassement, il est autorisé. Mais il est autorisé pour des véhicules. Même pour des véhicules. Donc, s'il est autorisé pour des véhicules, c'est qu'il est aussi autorisé pour des vélos. De toute façon, même s'il n'y avait pas eu de ligne blanche pointillée, et juste la ligne blanche, tu aurais eu le droit de dépasser le vélo. Donc ici, on peut dépasser le cycliste. Si je le dépasse, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois laisser un intervalle de sécurité. Alors, lorsqu'on est hors agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 28. La route est dégagée. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur une route avec une côte. Donc qu'est-ce qui se passe ? Regardez bien. Il n'y a aucune visibilité. Après la côte, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va ralentir.
On va pas maintenir son allure, on va ralentir. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 29. La prochaine aire de repos comportera une aire de pique-nique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après cette aire de repos, la prochaine aire de pique-nique sera dans 17 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question très intéressante parce que ça va nous permettre de voir plein de choses. On va essayer de faire rapide. Ici, vous voyez, le panneau du dessus indique qu'on a une aire de Chantecoq. Juste en dessous, on a un panneau qui dit 300 mètres. Donc, l'aire de Chantecoq est dans 300 mètres. Et juste en dessous, on a des panneaux d'indication de service. Par exemple, le panneau avec le P indique un emplacement de parking. Le panneau avec le sapin indique une aire de pique-nique. Et le panneau avec des enfants indique des jeux pour enfants. Et juste en dessous, on a des distances. Donc 17 km pour le panneau de parking et 17 km pour le panneau de pique-nique. Vous devez savoir, et ça on l'a vu à plusieurs reprises, que il y a un ordre de préséance dans les panneaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le panneau du bas dépend du panneau du haut, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit donc ? Ça nous dit que effectivement, dans l'aire de Chantecoq, la prochaine, il y aura bien donc un emplacement de parking, il y aura une aire de pique-nique et il y aura des jeux pour enfants. Par contre, juste en dessous, on nous précise que dans 17 km, il y aura un emplacement de parking également, et il y aura également une aire de pique-nique. Par contre, dans 17 km, il n'y aura pas de jeux pour enfants. Il n'y en aura pas. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit ce panneau ? Il nous dit que si vous voulez faire jouer vos enfants, c'est maintenant. Parce que sinon, ce sera dans 17 km. C'est ça en fait qui veut dire le panneau. Donc, ici, pour répondre à la question, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors, clairement, ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave ». Les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code ? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique ? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique
et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 30. Ce bouchon est celui du réservoir. Réponse A, du liquide de refroidissement. Réponse B, d'huile. Réponse C, du liquide de frein. Réponse D, du liquide lave-glace. Alors ici, ce que vous voyez, c'est le bouchon du réservoir du liquide lave-glace. Alors comment on le reconnaît, comment on le différencie par rapport aux autres bouchons? Lorsque vous ouvrez le capot, vous allez voir que vous allez avoir accès à 4 réservoirs. Alors, ce qu'on vient de voir, donc le réservoir du liquide lave-glace, avec en général un bouchon bleu et des lave-glaces, avec un petit pictogramme de lave-glace dessus. Ensuite, vous avez le bouchon du liquide de refroidissement qui est en général est noir, avec un pictogramme dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que ce pictogramme que tu vois dessus, ça correspond au voyant qu'il y a sur ton tableau de bord. Et ça, c'est quoi comme voyant? C'est le voyant qui indique que tu as un problème de refroidissement dans le véhicule. Ensuite, tu as le bouchon du liquide de frein. Le bouchon du liquide de frein, il est ici. En général, il est noir avec des pictogrammes jaunes. Et regardez ce qu'il y a comme pictogramme. Ce pictogramme, c'est quoi? C'est le voyant qui s'allume dans ton tableau de bord quand tu as un problème de liquide de frein, justement. Avec un point d'exclamation à l'intérieur pour dire qu'il y a un problème, tout simplement. Et enfin, tu as ici le bouchon du réservoir d'huile, d'accord? Et regarde le pictogramme qu'il y a dessus, c'est le voyant qui s'allume sur ton tableau de bord lorsque tu as un problème d'huile moteur. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît quel bouchon appartient à quel liquide et quel réservoir. Donc ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 31. Cet appareil est réponse A, un éthylotest. Réponse B, un éthylomètre. Un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce que tu vois sur la photo, c'est ce qu'on appelle un éthylomètre. À ne pas confondre avec des éthylotests, qu'ils soient chimiques ou électroniques. Alors, c'est quoi la différence entre un éthylotest et un éthylomètre? L'éthylomètre, d'accord, déjà, il n'y a que les forces de l'ordre qui le détiennent. Tu pourras jamais acheter un éthylomètre, toi, tout seul, dans ton coin. C'est pas possible. Également, cet éthylomètre permet de mesurer l'alcoolémie. Alors qu'un éthylotest, qu'il soit chimique ou même électronique, ne permet pas de mesurer de manière exacte. Il permet de dépister l'alcoolémie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand la police fait des contrôles d'alcoolémie, ils commencent déjà par un éthylotest, qu'il soit chimique ou électronique, et ensuite, si le test est positif, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font passer à l'éthylomètre. Pourquoi? Parce que l'éthylomètre, c'est un appareil légal, qui s'est utilisé pour des procédures légales auxquelles il y a une procédure judiciaire. Et cet appareil, il est contrôlé lui-même. Cet appareil est lui-même contrôlé de manière régulière. Il a un carnet métrologique. D'ailleurs, tu peux voir sur cet appareil qui est marqué « Vérifié le 13 septembre 2016 ». Voilà. Et validité le 12 septembre 2017. Il a une validité d'1 an. Donc, ici, pour répondre à la question, cet appareil est
un éthylomètre. Et un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie? Non, il ne permet pas de mesurer l'alcoolémie. L'éthylotest permet de dépister l'alcoolémie. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 32. La signalisation indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques bien, on a un feu rouge. Sur ce feu rouge, on a un panneau de priorité. Alors, ce panneau de priorité indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection. Cependant, il y a une nuance. Pourquoi ? Lorsqu'il y a un panneau de priorité sur un feu rouge, ce panneau est valable seulement si le panneau est en panne. Tout simplement. Si le panneau, si le feu donc clignote à l'orange, alors oui, le panneau va substituer le feu parce que le feu est en panne. Donc, or ici le feu marche très bien. D'ailleurs, regardez, il est au rouge. Donc là, le feu fonctionne. Donc il n'y a pas de quelconque priorité. Ce sont les feux qui vont régir donc la priorité sur cette intersection. Donc il n'y aura pas de priorité à droite. Les véhicules venant de droite auront également un feu rouge. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. Je suis bien placé pour aller à Nantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, non. Pour aller à Nantes, il faut que, comme le montre le panneau d'indication qu'il y a au-dessus, il faut que tu sois placé sur les deux voies qui sont à ta gauche. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 34. Ma vitesse est adaptée à la situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, déjà ici, on est dans une situation, on est dans une rue à sens unique, et c'est une rue marchande. On a un trottoir à gauche et à droite, on a des tables sur les trottoirs. Donc ici, on roule à 19 km/h, ce qui est une bonne allure pour ce type de rue. J'ai même envie de dire, vous auriez pu rouler jusque 30 km/h. Maximum. Dans ce type de rue-là, c'est maximum 30 km/h. Que la vitesse maximale autorisée soit plus grande ou non. Là, clairement, il y a trop de gens autour de vous. La rue, elle est trop étroite pour rouler au-delà des 30 km/h. Donc 19 km/h, c'est parfait. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. Cette signalisation verticale indique réponse A, un manche à air, réponse B, un manche à vent. Actuellement, ce manche indique réponse C, un vent fort, réponse D, un vent faible.
Alors, cette signalisation verticale, en fait, elle va t'indiquer deux choses. Alors, cette signalisation verticale, c'est ce qu'on appelle un manche à air. Alors, un manche à air, ça sert à quoi? Ça sert à t'indiquer deux choses. D'une, la direction du vent. Et de deux, l'intensité du vent. Est-ce que c'est un vent fort? Est-ce que c'est un vent faible? Est-ce que c'est un vent moyen? Ici, comme tu peux le voir sur la photo, on a ce manche à air qui est à la verticale. Ça indique donc que on est en présence d'un vent fort. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 36. Je ne me suis pas arrêté lors d'un contrôle de police. Cette infraction constitue réponse A, un refus d'obtempérer. Réponse B, un délit de fuite. Alors attention parce que vous vous trompez souvent sur refus d'obtempérer, délai de fuite et c'est des questions qu'on pose souvent lors de l'examen officiel. Un refus d'obtempérer, c'est quoi? Un refus d'obtempérer, c'est lorsque tu refuses le contrôle de police, c'est-à-dire que tu t'arrêtes pas à un contrôle de police. Plus largement, en fait, c'est quand tu n'obéis pas à un ordre légal face à un agent de l'ordre public. Un délit de fuite, c'est vraiment autre chose. Un délit de fuite, c'est lorsque tu fais un accident et que tu ne t'arrêtes pas, soit pour constater l'accident, soit pour aider une victime dans le cas d'un accident avec dommages corporels. Donc c'est deux choses différentes, d'accord? Donc ici, ne pas s'arrêter lors d'un contrôle de police, c'est ce qu'on appelle un refus d'obtempérer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Hors probatoire, j'ai réalisé une infraction ayant entraîné la perte d'un point. Je peux récupérer ce point automatiquement dans réponse A, 1 an, réponse B, 2 ans. En probatoire, je viens de commettre une infraction ayant entraîné une perte de 3 points. Réponse C, je dois réaliser un stage. Réponse D, je vais recevoir une lettre 48N. Alors ici, vous retrouverez donc le tableau de récupération de points pour les permis hors probatoire. Et donc quand on vient de perdre un point, on pourra le récupérer automatiquement si on ne commet aucune autre infraction entre-temps au bout de 6 mois. Si vous êtes en probatoire et que vous commettez une infraction ayant entraîné la perte de 3 points, alors vous serez dans l'obligation de réaliser un stage après avoir reçu la lettre 48N. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses C et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route.
Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 38. Le véhicule noir est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme on disait chez moi quand j'étais petit, c'est pas parce que quelqu'un saute par la fenêtre qu'il faut en faire de même. C'est-à-dire que ici, c'est pas parce que y a des véhicules qui sont garés sur le trottoir qu'on a le droit de se garer sur le trottoir. Ils peuvent tous être en infraction. Et c'est, je pense, le cas ici. En tout cas, c'est le cas du véhicule noir qui se gare à cheval entre la route et le trottoir, ce qui est totalement interdit. Le trottoir est réservé aux piétons. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 39. Avoir une alcoolémie de plus de 0,8 g par litre de sang au volant constitue réponse A, une infraction. Réponse B, un délit. Réponse C, une contravention. Réponse D, un crime. Alors, souvent, vous confondez tout. Vous confondez contravention, infraction, délit. Donc, on va voir tout ça tout de suite. Alors, c'est quoi une infraction déjà ? Une infraction, c'est le fait de contrevenir à la loi. D'accord ? Et lorsque vous allez contrevenir à la loi, vous allez avoir des sanctions. Et il y a différents
types de sanctions qui sont classées selon leur gravité. Vous allez avoir les infractions les moins graves qui sont des contraventions. Ensuite, un peu plus graves, les délits. Et ensuite, les plus graves qui sont les crimes. Alors, concernant les contraventions, c'est quoi ? Les contraventions, ce sont des sanctions pécuniaires, par exemple des amendes, plus des sanctions administratives. Par exemple, des retraits de points, des suspensions de permis, des annulations de permis. Ensuite, les délits, ça va être quoi ? Ça va être la même chose, sauf que ce sera un peu plus. Ce sera des amendes un peu plus grandes, ce sera des sanctions administratives un peu plus grandes, et également des peines de prison. Pour les délits, les peines de prison vont de 2 ans à 10 ans. Et enfin, vous avez les crimes. Donc les crimes, il y aura également des sanctions pécuniaires, il y aura également des sanctions administratives, et il y aura des peines de prison allant de 15 ans à la peine à perpétuité. Voilà la différence entre infraction, contravention, crime et délit. Lorsque ton alcoolémie est supérieure à 0,8 g par litre de sang, ça constitue un délit. Et donc, c'est également une infraction. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 40. Ces véhicules sont stationnés en réponse A, bataille, réponse B, créneau, réponse C, épi. Alors, comme tu le sais, il existe 3 types de stationnement. Les stationnements en épi, les stationnements en créneau, et enfin, les stationnements en bataille. Les stationnements en bataille, c'est lorsque les véhicules sont garés perpendiculairement à la route. Donc ici, ces véhicules sont stationnés en bataille. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.